Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Planète, l'émission des étudiants en journalisme international de l'Université Laval. Je suis Margot Castader-Aïsobéry et je serai votre guide tout au long de cette émission. Cette semaine encore, nos journalistes prennent le pouls de notre planète pour vous informer des enjeux d'ici et d'ailleurs. Planète. Au menu de cette émission, une nouvelle tour est construite sur le site de Ground Zero, la One World Trade Center. Nous sommes allés sur place pour constater l'avancement des travaux de cet édifice hautement symbolique. History, don't let me mystery. Look and learn, look and learn. 1000 milliards de dollars, c'est le montant de la dette étudiante aux États-Unis. On se penche sur les effets de cette crise. McGill was 25,000 versus all the top schools, which are around 50,000. Et enfin, on se transporte sur la base militaire de Kandahar en Afghanistan pour suivre le quotidien d'une civile employée sur la base. Bienvenue à Planète. Il y a 12 ans à New York, les tours du World Trade Center s'effondraient. Notre journaliste Émilie Bonnefou s'est intéressée à la construction très particulière du One World Trade Center, la tour qui les remplace. 11 septembre 2001, 3000 morts. Cet événement marque la destruction des tours jumelles du World Trade Center, mais symbolise aussi la destruction de la puissance américaine qui n'avait encore jamais été frappée de cette manière sur son propre territoire. Faut-il reconstruire ? Cette question a divisé les New-Yorkais et les Américains pendant plusieurs années. 4 tours remplaceront les tours jumelles. 12 ans plus tard, le One World Trade Center est érigé. Plus forte, plus haute, plus fière, mais surtout plus complexe, cette tour multirisque est une innovation de technologie. L'entreprise québécoise ADF apporte sa pierre à l'édifice. Grâce à son expertise, elle est en grande partie responsable de la construction de sa charpente d'acier. Ces gigantesques pièces fabriquées sur mesure au Québec arrivent à New York par bateau. Richard Gilbert est lui aussi québécois. Sur ce projet depuis le début avec l'entreprise new-yorkaise DCM Erectors, il explique que cette tour est construite sur un podium de béton armé, véritable bunker de 20 étages, spécialement conçu pour résister aux explosions. Les premiers 20 étages, c'est ce qu'on appelle du 15 KSI. Puis, si tu prends un béton de trottoir, mettons, c'est 4. Ce béton est aussi utilisé comme noyau central de cette tour dans sa structure pour la rendre plus forte encore. Il y a beaucoup de renforcissement dans la base même où des attaques pourraient être faites à partir de l'extérieur de l'édifice. Là, ici, comme des raisons, tout était tout le temps le meilleur, le plus gros, le plus épais. Puis des fois, c'était même renforcé. Kevin Murphy est surintendant sur la tour numéro 1. Participer à ce projet de l'intérieur est lourd de sens pour lui. As an American and as an ironworker, you couldn't ask for a better project to be involved in. Just, this isn't a regular building. We're not just putting this building up to rent it. We're putting this building up to put back what was taken away, what was taken away by the terrorists. We're putting this building back up for the families. So as an American, as an ironworker, as a construction worker, as a person, you couldn't ask for a better project to be involved in. Au début de sa construction, en 2006, par symbole, le One World Trade Center était surnommé The Freedom Tower. First they called it the Freedom Tower because it represents freedom. It represents freedom that was trying to be taken away from us by the terrorists. Technically they're not supposed to call it the Freedom Tower anymore. It's supposed to be called One World Trade Center. But to all the people that work here, all the men and women that work here, it's still the Freedom Tower. To us, it's the Freedom Tower. La symbolique va encore plus loin. Le toit du One World Trade Center atteint le même niveau que les toits des tours jumelles. La flèche à son sommet, construite par ADF, l'amène à 1776 pieds. This is all new. And the height is 1776, which is the year American independence, which makes 541 meters, means it's bigger, but the size is 1776 is so significant. Harry Rowland est un citoyen de New York. Il consacre sa vie à Ground Zero. Chaque jour, il se donne pour mission d'apporter des réponses aux gens qui passent. Il est celui qui veille sur le passé. Sometimes they ask a really good question and I say, I can give you the answer. It's what you need to know. Sometimes I just ask them a question. Like I'll say this, how many buildings used to be there? And some will say nothing at all. Or they look like, I don't know. Or they'll say 2, which is not true. Many people say 2. Even Americans will say 2 towers. That's wrong. 16.5 acres, how many buildings are gone? And again,
I should hear something. How many planes struck America that day? Changed the whole world. Look where you walk. You in New York. Some know, some don't know. And I tell you, history don't let be mystery. Look and learn. Look and learn. Pour beaucoup, l'histoire du World Trade Center s'arrête à cette destruction. Pour les Américains, ce vaste chantier représente bien plus que la reconstruction de tours, il est la reconstruction de la fierté des États-Unis. Le One World Trade Center, 3e plus haute tour au monde, sera ouverte au public en 2014. Émilie, vous étiez à New York la semaine passée. Qu'est-ce qui vous a le plus touché lors de ce tournage ? Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est que même 12 ans après les faits, les émotions sont encore palpables. Qu'il s'agisse d'Américains ou de simples touristes, les gens sont encore très émus aux abords de Ground Zero. Certains sont même émus aux larmes, d'autres ont besoin de toucher la fresque. Beaucoup, en tout cas, sont encore très concernés. Merci, Émilie. Les changements climatiques sont un enjeu environnemental, certes, mais aussi politique. Alors que leur origine ne fait toujours pas l'unanimité dans l'espace public, Jean-Michel Poirier, la communauté scientifique, elle, s'est accordée sur une version des faits. En effet, le 27 septembre, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, fait état dans un rapport de l'impact de l'activité humaine sur les changements climatiques. Et pourtant, la population semble toujours mitigée à ce propos, notamment aux États-Unis. Les Américains sont toujours les plus climato-sceptiques en Occident et les citoyens que nous avons rencontrés à Washington le démontrent bien. Plusieurs croient que les changements climatiques sont attribuables à l'activité humaine, mais ce n'est pas le cas pour tous. Plusieurs croient en fait que les changements climatiques sont un cycle naturel, un argument qui a été réfuté par la communauté scientifique. On regarde votre reportage. Les changements climatiques sont devenus un enjeu politique important, notamment aux États-Unis. Pour la communauté scientifique, l'impact de l'activité humaine est bel et bien réel sur l'évolution du climat. Or, pour une certaine partie de la population, appelée climato-sceptique, l'être humain n'est peut-être pas à blâmer, ou du moins en partie. Pour Claude Villeneuve, cependant, il n'y a aucun doute. L'être humain est bel et bien responsable des changements climatiques. Et là, l'hypothèse qui tient la route, l'hypothèse sur laquelle tout le monde est capable de travailler, c'est l'hypothèse que l'augmentation des gaz à effet de serre causée par l'activité humaine transforme la composition de l'atmosphère suffisamment pour expliquer le réchauffement. Le consensus scientifique ne date pas d'hier. Dès 1995, les scientifiques s'entendent pour dire que l'être humain cause les changements climatiques. Publié le 27 septembre, le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, n'a fait que rendre l'humain le premier responsable du réchauffement du climat. L'argumentaire des climato-sceptiques n'est donc pas scientifique. Idéologique, politique, médiatique, absolument pas scientifique. Malgré ce débat, qu'en pensent les citoyens américains, reconnus comme étant les plus climato-sceptiques en Occident? Nous leur avons posé la question dans les rues de Washington, D.C., la capitale fédérale. Oh, definitely. We're definitely responsible for climate change. I mean, look at we're still using antiquated systems for getting fuel, like coal producing, things like that. And there's a lot of America, especially, is hesitant and not actively trying to curb our use of fossil fuels and things like that, and to try new technologies to reduce. Yes, I do. I think all the hydrocarbons that we've taken out of the earth, all of the cars that we have on the road, the increase in transportation and travel. I think it's what's leading to climate change. Not really. I mean, no one's responsible for the climate. It just happens, and it's part of Mother Nature, and we're not in control of that. There are so many people trying to live on this earth. If you just look at the sheer numbers of people who are drawing from the resources, there's absolutely no way that they are not contributing to the climate change. However, I do think climate change is cyclical. It has happened many times in the past when there weren't any people living at all. Well, I'm a mutually inclusive thinker. So from my perspective, when you review geological history, you can see that there have been climate changes in the history of the Earth. I do think that humans are a factor in the equation, but I don't think we're the only factor. But I think we do need to be responsible for that portion of the factor that we are responsible. Même s'ils sont mitigés, plusieurs reconnaissent l'impact de l'homme sur les changements climatiques. Or, plusieurs groupes de pression, comme la Heartland Foundation, financent un message contraire aux données scientifiques.
Aux États-Unis, la dette étudiante dépasse les 1000 milliards de dollars. Comment en sont-ils arrivés là? Quelles solutions les étudiants trouvent-ils? Un décryptage de Ruby Renpratka. Les rues de Montréal. Tranquilles en cet après-midi d'automne. Mais en mars 2012, elles étaient pleines d'étudiants qui s'opposaient à la fameuse hausse des frais de scolarité. Mais nos voisins au sud paient souvent plus de 20 000 $ par an pour l'université. 40 000 pour des écoles de renom. Maxwell Love est vice-président de la United States Student Association. So there's the 17, 18, 19, 20-year-olds who are having trouble getting into school because they don't have access to the financial aid. And then there's the students who are in school who are having trouble paying their tuition bills because the bills are so high. And then there's, the folks who are graduating and they've taken on average $27,000 of student loan debt. Selon lui, le poids de ces frais se fait sentir partout et serait à l'origine d'une crise inédite. Stopping people from renting, buying a house, getting married, having kids. Pour se payer ce que Maxwell Love appelle le nouveau normal, les étudiants empruntent. La dette étudiante est estimée à 1000 milliards de dollars. Combinée avec la crise de l'emploi, elle menace de couler toute une génération. Le simple fait, c'est que le marché du travail, c'est un marché. Et donc, sur un marché, ce qui vaut cher, c'est ce pourquoi il y a de la demande. L'analyste Pascal Gaubry vante les mérites du système privatisé américain, dont le prix est souvent amorti pour les plus pauvres par un système de bourse. Mais lui aussi voit une crise à l'horizon. Maintenant, on se retrouve avec des gens qui ont acheté un diplôme pour des dizaines de milliers de dollars et qui se rendent compte que ça vaut rien. Et à qui on demande de rembourser leurs emprunts. Ngozi Okidegbe est une étudiante en droit originaire du Maryland. Well, I was thinking about going to University of Maryland, NYU, and all those schools, the tuition started at $25,000, NYU, $40,000. So going to Concordia, which is $10,000, was a lot cheaper. And then when I started my law school at McGill, it was even more of a difference. McGill was $25,000 versus all the top schools, which are around $50,000. Acceptée à plusieurs écoles américaines, elle a choisi plutôt l'université McGill à Montréal. Elle n'est pas seule. Un étudiant sur 10 à l'université McGill est américain. Là, il paye 18 000 $ par an pour un baccalauréat. Un gros chiffre pour un Québécois, certes, mais une fraction de ce qu'ils auraient à payer chez eux. Pour Ngozi, l'aubaine est aussi transformée en découverte d'un nouveau pays. Montréal, c'est en belle ville, en été. Toujours en été. Il y a beaucoup d'Américains qui ne savaient pas que c'est possible de faire un degré ici et après retourner aux États-Unis. Et en conception, c'est un degré canadien, un bac canadien, et c'est difficile d'aller ailleurs avec un bac canadien. Pour d'autres étudiants, l'avenir ne se trouve pas ou plus à l'université. Michael Bloomberg a conseillé récemment aux jeunes auditeurs de son émission radio de devenir plombier. Même son de cloche chez Pascal Gaubry. Soit des emplois de service à la personne, c'est-à-dire nounou, électricien, infirmière, etc., etc. C'est ça les métiers de l'avenir. Les frais de scolarité sont souvent plus bas et le taux de chômage des plombiers est en bas de 6%. Peut-être qu'on aurait mieux fait de les écouter. Votre reportage, Ruby, vous-même qui êtes états-unienne, nous parle de la crise de la dette étudiante aux États-Unis. Mais pourquoi, à la base, les frais de scolarité y sont aussi élevés? C'est une question d'idéologie. Au Québec, on entend souvent que l'éducation supérieure est un droit. Aux États-Unis, c'est plutôt un bien sur un marché qui est là pour faire des profits. Alors, il y a très peu de raisons pour baisser les frais. Merci, Ruby. Ça fait plaisir. Le Canada fait face à une crise quant à la situation des Autochtones. C'est le constat qu'a dressé le rapporteur spécial de l'ONU, James Anaya, lors d'une visite de 9 jours au Canada au mois d'octobre dernier. Pour nous en parler, Marianne Daillé reçoit Gérard Duhem. Aujourd'hui, je rencontre Gérard Duhem, sociologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Alors, vous avez rencontré le rapporteur spécial James Anaya lors de son passage au Canada.
Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conditions déplorables dans lesquelles vivent les Autochtones? Oui, en tout cas, ce qu'a pu voir et entendre le rapporteur spécial, ce sont des conditions très difficiles qu'il a qualifiées lui-même de conditions dignes du tiers-monde. La plus grande préoccupation dont il a été témoin, c'est les conditions de logement qui sont vraiment difficiles dans l'ensemble des réserves, mais c'est aussi vrai dans le Grand Nord. Les conditions d'emploi, la possibilité d'avoir accès à un emploi, la situation économique générale, non seulement des individus, mais aussi des conseils de bande dans les réserves. Alors, la sécurité alimentaire en fait partie et ça découle de cette condition aussi. La pauvreté est extrêmement répandue également dans les peuples autochtones du Canada. Monsieur Anaya va présenter un rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en septembre prochain. Sachant qu'il n'a pas de pouvoir contraignant, pouvez-vous nous dire à quoi servira son intervention? On est dans le système des Nations unies. C'est un système de diplomatie avec de la politesse. Les visites du rapporteur se font seulement à l'invitation officielle des pays qu'il visite. Et son pouvoir est exclusivement un pouvoir de recommandation. C'est un pouvoir d'influence. Et par conséquent, les suites de la visite vont prendre la forme de recommandations faites au Canada. Ce que ça donnera, ça, on ne le sait jamais parce qu'il s'agit d'un pouvoir qui est extrêmement limité. Alors, le rapporteur va demander au Canada, va suggérer au Canada de poser un certain nombre d'actions. Il va s'assurer d'un suivi de ces recommandations en interrogeant sur une base périodique le gouvernement canadien au sujet des recommandations qu'il aura formulées. Mais les résultats concrets de cette initiative, c'est pas du tout à son contrôle, c'est pas sous son contrôle. Alors, est-ce que M. Anaya a été accueilli favorablement dans les communautés autochtones du Canada? Ah oui, absolument. Sa venue était attendue depuis très longtemps d'ailleurs, parce qu'il a formulé la demande auprès du gouvernement canadien pour recevoir une invitation officielle il y a déjà très longtemps. Alors, les associations autochtones nationales, régionales, les autorités locales l'ont accueilli non seulement favorablement, mais ils placent beaucoup d'espoir dans les rapports et les recommandations qu'il va formuler. Si on prend par exemple les peuples autochtones de l'Amérique latine, ils vivent dans des conditions assez difficiles, même pires qu'au Canada parfois. Est-ce que l'ONU envoie aussi des rapporteurs dans ces pays-là? Oui. Dans le système des Nations unies, le rapporteur spécial a un rôle particulier, celui-là en tout cas, puisqu'il est chargé spécifiquement d'examiner les questions liées au respect des droits des Autochtones. Et le rapporteur spécial a visité plusieurs pays, la Colombie, le Chili, la Bolivie, par exemple, mais aussi des pays africains, enfin, des pays autour du globe où il y a des situations, où il y a des populations autochtones et où il peut y avoir des situations problématiques. Et en effet, il y en a beaucoup, partout, et dans des endroits comme l'Amérique latine, par exemple, les conditions, il y a des conditions qui sont à peu près similaires à ce qu'on trouve ici, même si la profondeur de la détresse ou de la misère peut être très différente. Alors, revenons au Canada. Par le passé, les rapports ont dressé un bilan sombre de la situation des Autochtones. Si vous aviez des recommandations à faire au gouvernement canadien, quelles seraient-elles? J'ai eu quelques fois l'occasion de faire des recommandations semblables. En fait, il y aurait deux principales recommandations si on me demandait de le faire. La première, c'est que dans la situation actuelle, avec le cadre législatif actuel, avec les ententes qui ont été négociées entre les peuples autochtones, les nations autochtones, les gouvernements canadiens, le gouvernement de certaines provinces, on a une situation qui est mal servie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le système. Il y a déjà des mesures qui permettraient d'améliorer la situation, mais les conseils de bande sont aux abois. Financièrement, il n'y a pas suffisamment de ressources à l'intérieur du système. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que si on veut changer en profondeur la condition des Autochtones, il faut que les nations autochtones elles-mêmes regagnent leur autonomie. Merci, M. Duhem. Alors, je rappelle que Gérard Duhem est sociologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. Une exposition sur la culture autochtone et l'art urbain se tient depuis le 17 octobre au Musée d'art contemporain de Montréal. Hélène Poré, vous vous y êtes rendue.
En quoi cette exposition dépeint d'une manière différente les revendications des autochtones? Ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'on sort des représentations clichés sur la culture autochtone et on découvre la réalité actuelle de cette communauté par l'intermédiaire d'artistes influencés par le hip-hop, le graffiti ou encore le rap. Alors l'image et le son occupent une place essentielle et donnent une autre dimension aux revendications différente de ce qui est présenté dans les médias. On part avec vous au musée. Le hip-hop est un moteur de l'activisme pour la jeunesse depuis les années 70. La communauté autochtone utilise ce moyen d'expression pour affirmer son identité. Beat Nation est la nouvelle exposition que présente le Musée d'art contemporain de Montréal. Les œuvres de jeunes artistes autochtones de tout le continent sont rassemblées pour exprimer les réalités actuelles de leur peuple. Cette exposition explore les connexions entre culture traditionnelle, hip-hop et art. Le hip-hop, c'est avant tout un mouvement de revendication. À travers le monde, le hip-hop a été utilisé pour ça. Les plus jeunes s'intéressent à ça de par le fait que ça donne une voix d'autorité. Comme les autres communautés, les jeunes autochtones s'identifient à ce courant mondial. C'est pour montrer au monde entier qu'est-ce que l'amérindianisme, qu'est-ce que l'identité autochtone en Amérique du Nord. Les Amérindiens se sont constamment adaptés à de nouvelles influences. La mixité et l'adaptation sont ancrées dans leur culture. Aujourd'hui, les artistes autochtones s'approprient la culture urbaine. Atténuer la distinction entre tradition et modernité, c'est le défi que se lancent ces jeunes artistes. Il y a une artiste, Casey Adams, qui dit « Moi, je fais partie du problème. Je consomme des objets et je pollue la planète. Je ne suis pas une Indienne près de la nature qui, quand voit un déchet dans la forêt, se met à pleurer. » Elle dit « C'est vraiment... Il faut sortir un peu de cette idée-là qu'il y a une ruralité naturelle et pure des communautés autochtones et une urbanité vilaine et moderne et technocrate de l'autre. C'est plus hybride que ça. » D'autres artistes cherchent à déformer la représentation traditionnaliste véhiculée par la culture dominante. L'artiste Bear Witness dénonce dans ses montages les stéréotypes réducteurs du vilain sauvage que l'on retrouve dans les films d'action d'Hollywood. Ces communautés utilisent la culture urbaine pour montrer que la culture autochtone n'est pas figée. Il faut faire de quoi pour se montrer, soit dans l'art, dans la chanson, soit dans la poésie, soit dans les peintures, dans les sculptures, dans les danses même, il faut s'affirmer. Je crois qu'au Québec, il y a un peu un angle mort par rapport à la culture autochtone, mais pas par rapport à l'art urbain. Il y a quelque chose qui m'a... Et ça commence à changer. Je pense que depuis I Don't Know More, c'était quelque chose de très fort. C'est un mode d'expression universel qui facilite l'intégration des autochtones dans la société. La culture urbaine donne une nouvelle voix aux revendications autochtones et présente cette communauté sous un autre jour. Depuis 2002, le Canada envoie des militaires en Afghanistan. Les troupes peuvent être déployées pendant plusieurs mois, voire une année. L'armée s'assure donc d'offrir un maximum de commodités aux soldats et emploie d'ailleurs des civils canadiens directement sur le terrain. Bianca Boutin, bonjour. Bonjour Margot. Vous avez été l'une des civiles employées sur la base militaire de Kandahar en Afghanistan. Comment avez-vous eu cet emploi? En fait, je suis tombée sur une annonce dans le journal à l'été 2009 qui invitait les gens à simplement poser leur candidature, envoyer leur CV pour vivre l'expérience de leur vie. Donc, j'envoie mon CV un peu sur un coup de tête. Quelques semaines plus tard, on me rappelle, on me dit « Félicitations, vous allez à Kingston ». Donc, j'ai été sélectionnée pour participer à l'entrevue finale en Ontario pour être déployée par la suite en Afghanistan. On imagine que vous avez dû passer par toute une gamme d'émotions. On regarde à présent votre reportage pour en apprendre un peu plus sur votre quotidien sur la base militaire de Kandahar en Afghanistan. Partir 6 mois en Afghanistan à l'âge de 20 ans, ce n'est pas une décision facile à prendre. Il faut penser à l'école, au travail, aux amis et à la famille. Il faut aussi se soumettre à beaucoup de formations et de tests médicaux. Après 2 journées de vol exténuant, on met en fait le pied en Afghanistan. Ce n'est pas le temps de se reposer. Au contraire, on doit prendre possession de notre chambre, rencontrer notre nouveau colocataire, visiter les principales installations et aller faire nos papiers d'identité. Une fois les valises défaites, on reçoit notre horaire de travail pour le lendemain et à partir de ce moment,
on réalise que pour les 6 prochains mois, notre vie ne sera plus la même. Les tâches d'un employé civil sont assez simples. Chaque semaine est différente et les employés peuvent être à tour de rôle assignés au gymnase, dans un magasin, à l'agence de voyage ou au célèbre Tim Hortons de Kandahar. Apprendre à vivre dans le désert et en communauté, ce n'est pas de tout repos. Il faut se restreindre aux toilettes portables, s'adapter aux changements de température extrêmes et réaliser que les moments de solitude sont une denrée rare. Chacun adopte donc sa petite routine. Il est possible d'aller au gymnase 24 heures sur 24, de jouer à des jeux de société ou même d'aller faire un tour dans les différents petits magasins présents sur la base militaire. Après quelques semaines, des situations que l'on n'aurait jamais pu imaginer deviennent le quotidien. On prend l'habitude de se faire fouiller lorsque des militaires l'exigent. Les alarmes de roquettes font partie de notre journée, de même que les nombreuses heures passées couchées au sol en attendant la fin de l'attaque. Après 6 mois en Afghanistan, il faut se préparer au retour à la maison. Croyez-le ou non, le retour n'est pas plus facile que le départ. Après avoir vécu beaucoup de stress et de situations extrêmes, il faut plusieurs semaines pour se réadapter à la vie en Occident. Ici, contrairement à Kandahar, l'eau du robinet est potable, les sirènes de police ne signifient pas une nouvelle attaque et la veste pare-balles ne fait plus partie du code vestimentaire. Le retour à la maison est donc en quelque sorte un nouveau départ. Voilà ce qui complète cette 4e édition de Planète. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des enjeux d'ici et d'ailleurs.